Bonjour. L'appel du prince Sihanouk à l'Organisation des Nations Unies, la situation en Iran, voilà les principaux titres que nous développerons tout à l'heure en ce qui concerne l'étranger. Nous parlerons également de ce qui s'est passé avec ce pétrolier français qui a brûlé et qui a provoqué la mort de 49 de ses marins. Et puis nous regarderons bien entendu la carte du temps, un temps qui va en se radoucissant, tant mieux, l'électricité de France est contente, nous en parlerons avec du reste Monsieur Météo, mais aussi avec l'invité spécial de cette édition de TF1 Actualité 13h. L'invité spécial c'est Sico. Bonjour Sico. Bonjour Maître Bourrouzi. Sico honoré être sur TF1. Alors tu vas être notre invité au cours de cette émission. Tu connais l'émission, tu l'as déjà regardée. Sico toujours regardé TF1. TF1 seule station reçue sur planète Ira. Bien. Alors Sico, viens vers moi. Nous allons passer cette émission ensemble. Viens jusqu'ici et je vais te faire rencontrer Monsieur Météo. Oui, maître. Sico, obéir. Approche-toi de nous. Et tout de suite, nous allons regarder avec toi la carte de France de la météo. Une météo qui se présente de quelle façon, Monsieur Météo? Oui, eh bien, il y avait encore des températures de l'ordre de moins 10 degrés ce matin, de Paris et d'Orléans à la région lyonnaise et à la Lorraine. Mais le redout arrive quand même. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours exactement, on avait moins 18 à Caen et ce matin, on avait plus 2. Seulement, le redout arrive donc sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, mais arrive aussi l'ennui que je vous signalais hier soir, c'est-à-dire le verglas, à la limite du doux et du froid. Il y a du côté de Dinard déjà pas mal de verglas, et vers la région lilloise également, et plus encore sur le nord de l'Allemagne. Au cours de la journée de demain, cette zone de temps pluvieux et d'air beaucoup plus doux va progresser à travers tout le nord-ouest de la France, tandis que celle du Midi va également gagner en direction du nord. Ce qui veut dire que demain matin, eh bien, on aura encore des températures de l'ordre de moins 10 degrés sur les régions de l'Est et du centre de la France, avec des brouillards givrants, mais que partout ailleurs, ce sera du temps doux, avec des pluies et des neiges naturellement en altitude sur les Pyrénées et sur les Alpes. Pour Paris même, je vous signale que nous pensons que ce soir, il y aura environ 0 degré et dans la nuit 4 degrés. Donc attention, la limite de verglas va progresser en même temps que l'air plus doux et sur la région parisienne, elle pourra être là dans la nuit. Elle continuera sa progression vers l'est de la France demain. C'est le risque actuellement le plus important, mais le redout arrive. Le redout arrive, donc une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour la situation à EDF, sur laquelle nous reviendrons avec Chevalet tout à l'heure. Mais tout de suite, regardons, puisque Guy Larivière nous parlait de la région parisienne, regardons ce qui s'est passé ce matin dans le département de l'Essonne. Ce matin, dans le sud de la région parisienne, la situation s'est améliorée. Il n'y a plus de voitures bloquées, de villages isolés, et le téléphone et l'électricité sont rétablis. Cependant, la température reste très basse. Il a fait moins 12 degrés cette nuit à Étampes, et les petites routes qui desservent les campagnes sont toujours bloquées par la neige. Les grands axes, l'autoroute A10, la nationale 20, sont dégagés, mais un brouillard givrant rend la circulation très dangereuse. La majorité des habitants de cette région ont renoncé à prendre leur voiture. Ils ont été travailler en train ou à pied. Beaucoup d'écoliers sont restés chez eux. Il n'y avait pas de car de ramassage scolaire. Vous desservez quelle région avec vos cars de ramassage scolaire? La Ferté-Alais, le côté de Malesherbes, où la route d'Étampes à Malesherbes, elle est encore impraticable, elle est coupée. Hein, et la route de Pithiviers qui est coupée. D'abord, la police est en face de garage pour empêcher toute circulation, pour éviter que les gens se coincent encore dans les congères ou se bloquent. Hein. Toutes les écoles de l'Essonne étaient malgré tout ouvertes ce matin et quelques écoliers courageux n'ont pas hésité à faire 2 ou 3 kilomètres à pied dans la neige.
Est-ce que les cours vont pouvoir s'effectuer normalement? Eh bien, nous attendons de voir si les professeurs vont venir au collège aujourd'hui. Nous avons de nombreux coups de téléphone de professeurs qui habitent la région d'Étampes et qui ne peuvent pas venir car les routes ne sont pas encore dégagées. Alors les enfants, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les garder? Nous allons aviser, nous allons faire le compte. Là, je crois que j'ai 3 professeurs pour l'instant. De toute façon, il est hors de question que nous les renvoyions chez eux, notamment ceux qui habitent loin. Dans les entreprises, le tiers du personnel était absent ce matin. Les employés qui habitent les hameaux n'ont pas pu venir travailler. Moi, je venais à pied. Voilà. Et j'avais la neige plus haut que mes genoux. Hein. C'était terrible. Je m'enfonçais. C'était un peu les gens d'ailleurs. C'était silencieux. C'était amusant parce qu'on n'avait jamais vu ça étant de toute façon. Vous êtes venu à pied, vous habitez... Le boulevard Saint-Michel, dans la zone industrielle. C'est à combien de kilomètres d'ici? Oh, 3 bons kilomètres, hein, à pied. Ce sont les routiers, bien sûr, qui connaissent les plus grandes difficultés. Les grands axes sont dégagés, mais beaucoup de camions sont paralysés à cause du froid. Ça se passe mal, je sais pas encore démarré. Hein. Pourquoi ça, on peut pas rouler toujours? Tout est gelé, le fioul, l'air, tout gèle. Hein. On peut pas décoller. Hein. Il y a encore beaucoup de camions qui sont bloqués? Oh, il y a encore un temps, regardez. Il y a ce qu'il faut sur le parking. Hein. Alors maintenant, ça n'est plus la neige qui vous empêche de rouler, c'est le fioul qui gèle. Ah oui, le fioul, les freins, tout gèle. Hein. Puis le radiateur ce matin qui a explosé, alors comme ça on est tranquille. On est bloqué là. Un hiver comme on n'avait pas vu dans l'Essonne depuis 1941. Seuls les agriculteurs sont provisoirement épargnés par ce mauvais temps. La neige ne menace pas les cultures, mais ils craignent qu'à la neige succède le gel qui brûlerait tout. Voilà pour la situation en région parisienne. Mais comme Guy Larivière vous le disait tout à l'heure, un certain redout devrait être enregistré dans les prochaines 24 heures. Ce qu'il faut noter, c'est que l'EDF, je le disais, s'est satisfait d'un possible redout. Les centrales thermiques et hydroélectriques marchent mieux, ça irait mieux. Les pointes pourraient être assurées. La pointe prévue ce matin était de 40 000 mégawatts vers 10 heures. Les périodes difficiles, 9h30, 10h, 19h30, 20h. Périodes qui correspondent à la demande de l'EDF de ne pas se servir trop des appareils électroménagers. Alors, demain, Bernard Chevalier, Michel Chevalet, encore une autre pointe à attendre. Oui, il peut y avoir une pointe, disons, un passage très difficile, très critique, bien que, comme vous l'a dit Guy Larivière, le temps va jouer par sa clémence toute relative, finalement, pour l'EDF. Alors, il y a des conseils très simples que je voudrais vous rappeler. Par exemple, c'est de supprimer les lampes inutiles. Vous savez, chez nous, on a tous ces ampoules, 60 watts, il y a 18 millions de foyers, une ampoule de moins par foyer, eh bien, vous multipliez 18 millions par 60 et vous trouvez 1 million de kilowatts. Ensuite, il y a, ça c'est la bête noire de l'EDF, vous voyez ce radiateur électrique comme celui-ci, 2 kilowatts. Paraît-il qu'en France, dans tous les placards, dorment 20 millions de radiateurs comme cela. Et l'année dernière, ça en est acheté 3 millions. 3 millions de radiateurs à ne serait-ce qu'un kilowatt, ça fait encore, fonctionnant en même temps, eh bien, 3 millions de kilowatts. Et puis enfin, il y a, vous savez, les lave-vaisselle et surtout les machines à laver qui fonctionnent, hélas, toutes en même temps. Or, il est très facile de différer leur fonctionnement, de les faire fonctionner la nuit. Vous voyez, regardez cette horloge, très simple. Vous la branchez sur une prise de courant ici. Là, vous branchez votre appareil. Et ici, vous voyez, par ces petits cliquets, je la programme pour fonctionner, voilà, entre 22 heures et 23 heures, si bien, eh bien qu'un certain nombre de ces ustensiles pourront fonctionner dans une période qui n'est plus une période de pointe. Voilà, disons, 3 conseils, 3 remèdes très simples qui permettront, disons, à l'EDF de mieux gommer ces pointes très critiques pour cette entreprise. Alors donc demain, une pointe à attendre, mais nous le disons et nous le répétons, si le redout est satisfaisant, eh bien, on ne devrait plus connaître de gros problèmes dans les prochains jours et nous devrions être normalement approvisionnés. Ajoutons à cela que l'EDF n'a pas fait de délestage important et qu'elle a pu assumer jusqu'à maintenant les pointes importantes dont nous parlions tout à l'heure, espérons que ce sera le cas aussi pour demain. Bantry Bay, un nom qui va venir maintenant à la une de ce journal et qui sera demain à la une de tous vos journaux de la presse écrite. Bantry Bay, en Irlande, l'un des sites les plus sauvages, atteint par une catastrophe, l'explosion et l'incendie d'un pétrolier français. Alors Alain Rodier, des détails sur ce qui s'est passé. Oui, je vous propose tout d'abord de découvrir ce pétrolier qui a été filmé très récemment alors qu'il procédait à des opérations de déchargement dans le port de Dunkerque. C'est le Bételgeuse, un pétrolier français
qui est une unité de 120 000 tonnes et qui avait été construit par les chantiers de l'Atlantique en 1968. Il mesurait 280 mètres de long et 39 mètres de large et il était armé par la Compagnie navale des pétroles, une filiale du groupe Total. Alors on ignore encore les raisons pour lesquelles le pétrolier a explosé alors qu'il se trouvait à quai. L'accident a fait 49 morts, la totalité des 12 officiers et des 27 hommes d'équipage, ainsi qu'une dizaine d'employés irlandais du port pétrolier de la baie de Bantry. L'île de Whiddy, qui est située au fond de cette baie, est un port de délestage pour les pétroliers géants, doublé d'un immense dépôt d'hydrocarbures. Le Betelgeuse y était arrivé dans la journée de samedi et il était déjà déchargé aux 2/3 lorsque l'explosion s'est produite entre 1h et 2h du matin. Et selon les premiers témoignages, il y a eu tout d'abord une première explosion relativement peu importante, suivie d'une autre formidable qui a projeté des dizaines de boules de feu dans le ciel et des vitres ont été soufflées à plus de 15 km de l'île. Il restait en effet 40 000 tonnes de pétrole dans les cuves au moment de l'explosion. Le bateau s'est donc immédiatement embrasé, ce qui a retardé et peut-être même empêché tout au début l'approche des secours. Finalement, l'incendie a pu être maîtrisé dans la matinée et à l'heure actuelle, le bateau est en train de couler doucement tandis que de grandes quantités de pétrole s'échappent de ses cuves. En tout cas, le risque d'extension du feu au dépôt semble maintenant impossible. On ne saura peut-être jamais ce qui a provoqué la toute première explosion. Il est vrai, et ça il faut le savoir, qu'à bord des pétroliers, ce sont les opérations de chargement et de déchargement qui sont finalement toujours les plus dangereuses à cause notamment de l'accumulation de certains gaz. Cet accident en tout cas pourrait entraîner la fermeture du terminal pétrolier de Bantry. 24 incidents entraînant des pollutions à des niveaux divers se sont en effet déjà produits dans ce qui est un site, vous le rappeliez à l'instant, qui est certainement l'un des plus pittoresques de l'Irlande et qui est à longueur d'année le théâtre d'une formidable noria incessante de pétroliers de plus de 300 000 tonnes. Et déjà à l'époque de l'ouverture de ce terminal pétrolier, il y avait eu une vive hostilité, s'était manifestée chez les pêcheurs de la région. Oui, du reste, le Premier ministre avait annoncé que ce terminal serait fermé si vous rappeliez un certain nombre d'accidents ont eu lieu, si d'autres incidents avaient lieu. Apparemment, avec cet incident, eh bien, ce terminal de Bantry Bay, dans un site particulièrement pittoresque et sauvage, devrait connaître son dernier pétrolier. Cela pose quand même, encore une fois, le problème de ces super pétroliers qui se promènent à travers le monde. Alors, Michel Chevalet, nous sommes en liaison avec le directeur technique de la Compagnie française de navigation, qui se trouve au siège, je crois, de la compagnie. Monsieur Lapeyre, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez appris, comme nous, cet incident. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion pour vous? Déjà, en ce qui concerne les détails de ce qui s'est passé, avez-vous d'autres informations à nous donner? Non, je n'ai pas d'informations complémentaires par rapport à ce que vous nous avez indiqué et qui est effectivement tout ce que nous savons et tout ce que nous avons appris de nos agents irlandais. Oui, monsieur Lapeyre, ne croyez-vous pas que l'une des causes, disons, présumées de cet accident, c'est-à-dire l'explosion d'une cuve, soit due toujours, vous savez, à ce mélange entre les gaz qui restent dans une cuve quand elle est vide, et puis, malheureusement, la présence d'oxygène. Alors, l'idéal ne serait-il pas d'injecter, par exemple, de l'azote dans une cuve dès qu'elle est vide? Le gaz inerte est effectivement une mesure reconnue de sécurité. Elle a été une recommandation pour les pétroliers de plus de 200 000 tonnes à la suite de l'explosion des grands pétroliers survenue en 1969. Elle fait partie également des instructions réglementaires de la SOLAS 74, telle qu'elle a été mise au point par l'IMCO au début de 1978 et définitivement concrétisée par les protocoles de 78. Alors, monsieur Lapeyre, je vais vous poser une question un peu plus générale qu'un problème technique. Depuis des années, il y a ces problèmes qui se posent au niveau de la navigation de ces pétroliers, des incidents que nous avons connus, de la mort de certains paysages ou de certaines faunes. Alors, est-ce que dans les compagnies pétrolières, on se préoccupe d'une meilleure sécurité ou est-ce que, en définitive, on enregistre les incidents les uns après les autres sans que des recherches soient faites sur l'augmentation de la sécurité, disons, sécurité active, comme en matière de conduite? La sécurité active n'est pas négligée dans les compagnies pétrolières, au contraire, puisque bien avant que le gaz inerte en particulier ne devienne réglementaire, tous les pétroliers de plus de 100 000 tonnes de notre compagnie ont été équipés de gaz inerte, et que nous nous préoccupons également des qualités de manœuvrabilité des navires en devançant souvent
les règlements qui sont à l'étude au sein des organisations internationales. Bien, Monsieur Lapperre, je vous remercie pour ces précisions. Attendons maintenant les décisions irlandaises de savoir si Bantry Bay restera ou non ouverte. Est-ce que la fermeture de Bantry Bay poserait des gros problèmes à une société comme la vôtre? À la société Total, pas pour l'instant pour le trafic français. La fermeture de Bantry Bay ne poserait pas de problème pour toute la partie de notre flotte qui assure le trafic et l'approvisionnement de la France et qui assure donc ce trafic par l'intermédiaire des ports français. Bien, merci. Tout de suite, l'ensemble de l'actualité, avant de rejoindre dans un instant mon invité Sicot. Ça va bien, Sicot, oui? Tout va bien? Nous retrouverons dans un instant. Très bonne forme. Merci. Très bonne forme. Alors, tout à l'heure, Sicot, tout de suite l'actualité. Jean-Pierre Pernaut. Deux grands dossiers ce matin dans l'actualité internationale. Yves Mourouzi vous l'a dit, le Cambodge et l'Iran. Voyons d'abord la situation créée en Asie du Sud-Est par la chute de Phnom Penh. Beaucoup de réactions ce matin. Les États-Unis ont sévèrement condamné la violation du territoire cambodgien par le Vietnam. À Moscou, en revanche, la Pravda salue en gros caractère la libération de Phnom Penh, un titre que l'on retrouve d'ailleurs à la une de tous les journaux de Hanoï. Et puis on retient surtout ce matin la longue conférence de presse donnée à Pékin par le prince Norodom Sihanouk. Il demande une intervention militaire des Nations Unies. Selon lui, plusieurs villes cambodgiennes ont été rayées de la carte par les Vietnamiens. Dans un instant, avec Christian Bousquet, nous verrons quelle est l'importance de cette défaite des Khmers rouges. Mais d'abord, les premières images de la conférence de presse du prince Sihanouk. Les Russes, les Soviétiques, les membres du pacte de Varsovie et les Vietnamiens eux-mêmes disent à l'opinion publique internationale et aux Nations Unies qu'il ne s'agit pas d'une agression vietnamienne contre le Cambodge. They say to the world and to the United Nations that it is not a question of Vietnamese aggression, any Vietnamese aggression against Cambodia, but simply... Ils disent qu'il s'agit simplement d'une guerre civile, simplement d'une lutte entre le régime de Pol Pot et le peuple cambodgien qui souffre sous le régime de Pol Pot. C'est faux. Tout le monde sait que sans le Vietnam, le prétendu Front de salut national du Cambodge ne peut rien faire contre nous, contre notre pays, contre notre indépendance nationale. Cambodia cannot do anything against us, against our country, against our national independence. They cannot transform our Cambodia into a colony of the Vietnamese. And in fact, the Vietnamese alone, they are responsible of the war. They are responsible of the aggression. They are responsible. En fait, les Vietnamiens sont responsables à la face du monde, ils sont responsables de l'agression, ils sont responsables de la conquête du Cambodge et même du Cambodge de Pol Pot. Mais que vaut cet appel du prince Sihanouk à l'opinion publique internationale alors que le Cambodge des Khmers rouges a virtuellement cessé d'exister? Phnom Penh est tombé hier comme un fruit mûr et le FUNSK, le Front Uni de Salut National du Kampuchea, affirme ce matin que toutes les provinces du pays ont été libérées. Véritable guerre éclair, le FUNSK, mais surtout les Vietnamiens qui avaient lancé des forces considérables dans la bataille, 14 divisions, c'est-à-dire 120 000 hommes, avec des centaines de chars, d'avions et de canons, n'ont mis que 2 semaines pour venir à bout de la petite armée cambodgienne, forte de 70 000 hommes. Une armée usée par 3 ans d'une guerre sanglante. Mais la chute de Phnom Penh signifie-t-elle que les Khmers rouges ont définitivement perdu la partie? Eh bien, peut-être pas. Et cela tout d'abord parce que la capitale, précisons-le, était une ville fantôme où n'étaient regroupés que le gouvernement, certaines administrations et les ambassades. En début de week-end, du week-end dernier, les dirigeants Khmers rouges savaient déjà qu'ils seraient incapables d'arrêter le rouleau compresseur vietnamien. Ils avaient donc proclamé le retour à la guérilla et c'est pour pouvoir l'organiser dans l'ouest et le nord-ouest du pays qu'ils ont abandonné Phnom Penh. Mais cette guérilla sera difficile à mener. Elle manque d'armes, de munitions, de matériel lourd, tout ce que l'adversaire, surtout vietnamien, possède en très grosse quantité. Et puis la population cambodgienne serait plutôt favorable au FUNSK, qui lui promet tout ce dont elle a été privée depuis 3 ans. Possibilité de retourner chez soi, vivre avec sa famille, liberté de culte, des écoles pour des enfants.
toutes choses abolies par le régime sanglant des Khmers rouges. Un régime honni par presque tous les pays du monde, et seule la Chine est prête à lui apporter une aide pour cette guérilla. Le prince Sihanouk aura donc fort à faire pour plaider la cause des Khmers rouges, même si certains gouvernements condamnent l'agression du Vietnam contre le Cambodge. Ces Vietnamiens qui devront d'ailleurs rester sur le terrain pour soutenir ces alliés du FUNSC, qui ne font pas encore le poids face aux Khmers rouges, et c'est peut-être là un piège pour les Vietnamiens. Leur présence va raviver le nationalisme khmer. Et depuis le massacre des Vietnamiens du Cambodge en 1970 et leur renvoi au Sud-Vietnam, une haine certaine existe entre les deux peuples. Et cela d'autant plus que les communistes vietnamiens cachent difficilement leur visée hégémoniste. Ils ont déjà mis la main sur le Laos, mais le pourront-ils sur le Cambodge ? J'ajoute que la France vient de prendre officiellement position ce matin avec un communiqué publié au Quai d'Orsay. 3 phrases importantes, je vous les lis. Le gouvernement français n'a cessé de recommander une politique fondée sur le maintien de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Cambodge, et cela indépendamment du jugement qu'il porte sur les souffrances que le régime de Phnom Penh a imposées au peuple cambodgien. Une solution, poursuit ce communiqué du Quai d'Orsay, une solution implique l'existence d'un Cambodge qui soit réellement démocratique et souverain. Telle est la position que la France défendra devant le Conseil de sécurité. On a entendu tout à l'heure les accusations du prince Sihanouk des États-Unis contre le Vietnam. Pourtant, les Vietnamiens maintiennent qu'il s'agit d'une affaire entre Cambodgiens. Écoutez ce qu'a dit à François-Xavier Do, un représentant de l'ambassade du Vietnam à Paris. Tout le monde sait que Pol Pot et Ieng Sary ont pratiqué à l'égard de leur propre peuple une politique de répression et de purge sanglante extrêmement barbare, une politique de génocide et, comme certains l'ont dit, d'autogénocide. C'est pourquoi le peuple cambodgien s'est soulevé pour sa survie. Et la naissance du Front d'Union nationale du Cambodge pour le salut national constitue un aboutissement nécessaire et logique de ces soulèvements populaires. Et tout le monde sait que le Vietnam est déterminé à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Et d'autre part, qu'il a toujours fait preuve de retenue dans ses ripostes aux actes d'agression de la part du Cambodge. Et qui plus est, le gouvernement vietnamien a exprimé à plusieurs reprises le désir de régler tous les différends entre le Cambodge et le Vietnam par des négociations pacifiques. Et les allégations, selon les allégations de Pékin et de Phnom Penh, selon lesquelles le Vietnam attaquerait, arresterait, annexerait le Cambodge, le Cambodge, ne sont que des calomnies. Voilà donc la position d'un représentant de l'ambassade du Vietnam à Paris. Et après ce conflit Vietnam-Cambodge, deuxième point chaud dans l'actualité, l'Iran, avec une nouvelle journée de deuil aujourd'hui à l'appel des chefs religieux iraniens. Hier, c'était le Front National qui avait organisé des manifestations à Téhéran et dans plusieurs villes de province, des manifestations dispersées par l'armée. Ce matin, l'atmosphère est très tendue à Téhéran. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue, des voitures ont été incendiées, notamment à Shiraz, mais l'armée jusqu'à présent n'est pas intervenue. Sur le plan politique, le Premier ministre, M. Bakhtiar, est toujours considéré comme un traître par ses anciens amis du Front National, notamment par M. Sandjabi, qu'a rencontré l'envoyé spécial de TF1 à Téhéran, Raymond Girard. On sait que le Front National est la seule force d'opposition politique, d'opposition laïque, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un peu trop lié votre sort aux religieux, entre autres à l'ayatollah Khomeini? Je crois que c'est une solution très souhaitable pour notre pays. Il n'y a pas de danger dans cela. Vous croyez à une république islamique comme le réclame l'ayatollah Khomeini? Je crois
un gouvernement accepté par le peuple de l'Iran, dont 98% sont musulmans, ce gouvernement sera nécessairement un gouvernement islamique. Je ne sais pas, c'est dans le même sens que demande Ayatollah Khomeini ou non, mais je ne crois pas je crois qu'il n'y a pas de grande différence entre ce que je dis et ce que l'Ayatollah Khomeini dit lui-même. Et si toutes les tentatives actuelles pour former un gouvernement civil échouent, ne craignez-vous pas un coup d'État militaire? Je ne peux pas maintenant prévoir cela, mais je ne sais pas, toute chose est possible. Ce ne serait pas une plus grande tragédie Évidemment, il sera une tragédie, mais il ne sera pas une victoire, ni pour ceux qui feront le coup d'État, ni pour ceux qui soutiendront ce genre de choses. En France, un socialiste cet après-midi à l'Elysée, Pierre Mauroy, sera reçu par Valéry Giscard d'Estaing. Il le sera en tant que président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais pour examiner avec le chef de l'État les difficultés créées dans cette région par la crise. Pierre Mauroy a l'intention de demander un plan d'urgence pour mettre fin à la désindustrialisation dans cette région du Nord. Social, peut-être des perturbations dans la distribution du courrier cette semaine. CGT et CFDT ont en effet déposé des préavis de grève, notamment au centre de tri de Paris-Austerlitz, un centre de tri qui dessert tout le sud-ouest et les Pyrénées. Et puis autre grève, celle des pompiers de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est une grève administrative des 400 pompiers de ces 4 départements qui demandent une augmentation de leurs effectifs. Tout à fait autre chose, une conférence internationale de la famille est réunie depuis ce matin à l'UNESCO à Paris. Les travaux dureront 3 jours et au moment où commence l'année internationale de l'enfance, ces travaux seront particulièrement consacrés aux responsabilités de la famille dans la formation des enfants. Simone Veil, qui inaugurait la conférence ce matin, a surtout parlé des pays occidentaux, urbanisation, isolement des familles, travail des femmes et désir de promotion sociale comme de confort. Notre effort doit dans ces conditions se situer dans 2 directions. La première est de procéder à un réaménagement en profondeur de notre vie sociale pour ne pas aller à l'encontre des aspirations des jeunes couples. Et à ce titre, 3 efforts me semblent prioritaires. Il faut tout d'abord repenser le cadre de vie urbain qui n'est pas adapté aux besoins des enfants. Le logement, certes, mais plus encore les équipements de quartier. Notre deuxième effort doit concerner le calendrier de travail des parents et, dans une première étape, celui de la mère de famille. Le développement du travail à temps partiel, les aménagements d'horaires ou des formules de congés d'éducation accordées aux parents lorsque l'enfant est petit constituent déjà des aménagements qu'il convient de généraliser. Mais à plus long terme, le problème de la durée hebdomadaire du travail devra revêtir dans les grands choix de la société une importance croissante et devrait, à mon sens, être considéré comme prioritaire par rapport à un abaissement systématique et de grande ampleur de l'âge de la retraite. Le troisième axe de la politique familiale de notre pays doit être de maintenir, voire de développer, le système des transferts financiers directs et indirects en faveur des familles, dans la mesure où les modèles de vie et de consommation commandent la façon dont les parents envisagent la venue et l'éducation des enfants. L'actualité sportive maintenant, avant de retrouver Yves Mourouzi, eh bien l'actualité sportive c'est le ski avec le slalom spécial féminin des jets comptant pour la Coupe du Monde. Vous l'avez vu en direct sur TF1 tout à l'heure, les Françaises n'ont pas gagné. Perrine Pellen est seconde, Fabienne Serra 4e. Commentaire de Bernard Giraud. Anne-Marie Moser-Pröll avait réalisé le meilleur temps lors de la première manche, mais dans cette enfilade, l'Autrichienne va commettre une faute. Là, elle se bloque et perd une demi-seconde. Dans la première manche, Moser précédait la Française Perrine Pellen, l'Autrichienne Sackel. Fabienne Serra était 4e. Pour toutes les 4, tout était encore possible. Et pour toutes les 4, un impératif dans la deuxième manche, attaquer à outrance. Chacune n'avait rien à perdre, sauf peut-être Anne-Marie Moser qui pouvait, elle, assurer sa première place. Mais l'Autrichienne a choisi l'offensive, victime de son tempérament. Moser ne termine que 3e au temps total. C'est sa compatriote Regina Sackel qui remporte ce spécial des jets. À 19 ans, elle obtient sa première grande victoire. Sackel précède d'une demi-seconde la Française Perrine Pellen. Pellen qui s'est montrée ici moins incisive que dans la première manche. Les Françaises doivent oublier le complexe Moser, surtout en spécial, où Moser n'est pas invincible, on l'a vu ce matin. Fabienne Serra s'est maintenue, elle, à la 4e place. Les Françaises ont gravi les marches du podium, mais la victoire reste autrichienne.
Alors, Sicko, tu serais capable de faire du ski comme Payne Pellen? Ouh, Sicko, grand champion descente libre. Mais Sicko paralysé maintenant. Qu'est-ce que tu as, Sicko? Ça ne va pas? Quand Sicko venir studio TF1, tomber amoureux, caméra numéro 2, Sicko épuisé batterie, avoir donné grosse bise à caméra. Mais si maître venir voir Sicko travaille cet après-midi, Sicko travaillait beaucoup mieux. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est un transistor qui est en panne là-dedans? Affirmatif, maître. Batterie Sicko avoir besoin recharge, comme maître quand maître fatigué. Alors, des batteries dans un tel robot, en définitive, c'est un de ces robots plus grands que ceux que l'on voit d'habitude en jouet, mais à peu près la même chose, Michel Oui, Chevalet? enfin, pas tout à fait. Disons que là, c'est pas une panne de transistor, ni je crois pas de batterie. Simplement, il y a une interférence, ça c'est le propre de l'électronique, entre nos propres émissions ici sur le plateau avec l'électronique et le micro-ordinateur qu'il y a à la base du robot. Tant et si bien que l'ordinateur étant dans le doute, eh bien, il immobilise sur place le robot, ce qui lui interdit de se déplacer, mais lui permet tout de même de s'exprimer. Oui, parce que tu n'as le droit de recevoir d'ordre de personne, sauf de ton maître. Sicko bien programmé. Sicko obéir, maître Morosi. Bon, en tout cas, Sicko est arrivé en classe première des États-Unis, car tu es américain, Sicko. Sicko américain, Sicko venir aux États-Unis pour travailler à Paris. Dans un grand magasin, celui du printemps, et alors là, j'espère que tu pourras fonctionner correctement. Qu'est-ce que tu peux faire quand ta batterie est en bonne forme? Sicko pouvoir danser, Sicko grand danseur international aux États-Unis, Sicko nommé Robot Travolta. Ah, Robot Travolta. Bien, eh bien, il ne dansera pas aujourd'hui, malheureusement, à cause d'une paille dans la batterie ou d'un petit problème qui se pose et la télécommande bloquée. Car en définitive, c'est quand même un appareil. Oui, c'est ça, c'est un appareil tout de même. Qui n'est pas un extraterrestre. Exactement, ce n'est pas un appareil entièrement, disons, autonome, entièrement automatique, parce que ça pose des problèmes d'électronique qu'on ne sait pas résoudre, ne serait-ce que de synthétiser notre parole et de la reproduire. C'est très complexe et hors de portée actuellement des ordinateurs. Mais enfin, c'est déjà un perfectionnement technique extraordinaire. C'est déjà un beau bijou d'électronique tout de même grâce à la télécommande. Voilà, tu as un beau bijou, Sicko. Sicko pouvoir dire secret, maître Morosi. Oui. Quel Sicko secret? vous aime beaucoup. D'accord, et j'espère que tu aimes beaucoup François Donati aussi. Toujours, si maître le désirait. Bon, eh bien, je désire que tu aimes François Donati, que nous retrouvons à la Bourse de Paris. Eh bien, à la Bourse de Paris, il n'y a pas d'interférence, heureusement. Elle fonctionne normalement, mais elle est très calme, comme c'était déjà le cas la semaine dernière. Après les véritables orgies de titres accomplies à la fin de l'année dernière, la Bourse se repose un petit peu. L'indicateur de tendance est en hausse de 0,19% et le dollar, lui, est en baisse de 1 centime à 4,21 francs, tandis qu'à Londres, au contraire, l'or baisse de 1,40 $. La CGE est parmi les rares hausses un peu sensibles aujourd'hui. Elle monte d'abord de 3 francs. La CGE confirme qu'elle aura à faire la construction d'une centrale électrique fonctionnant grâce à l'énergie thermique des mers, centrale qui sera installée dans les eaux des départements et territoires d'outre-mer. La bulle est également bien orientée, donc l'électronique en bourse, vous voyez, se porte tout à fait bien, alors que Viniprix, lui, monte seulement de 2 francs et que Sassilor baisse de 20 centimes. Très peu de différence à part quelques rarissimes exceptions. Les obligations convertibles sont tout à fait dans la tendance moyenne. Il y a finalement très peu à vendre et un tout petit peu plus à acheter, de sorte que le volume de transactions est vraiment très faible. Parmi les valeurs qui se distinguent depuis déjà 15 jours, il y a toujours Casino, dont on espère de bons résultats et dont même les actionnaires espèrent une distribution d'actions gratuites sans en avoir confirmation officielle. Les valeurs de Champagne participent au mouvement avec Moitensi et les presses de la Cité sont bien orientées puisqu'elles augmentent de 6 francs. Les valeurs pharmaceutiques comme Merieuse continuent elles aussi à être parmi les vedettes préférées depuis 15 jours. L'or donne lieu à des mouvements contradictoires. Le Napoléon à 269,40 francs est en hausse de 20 centimes, mais à 30 480 francs, le kilo baisse de 20 francs. Je vous rappelle qu'à Londres, l'or, lui, est en baisse, alors que le dollar lui-même est en baisse. Bref, il y a peu de mouvements significatifs. Les étrangères sont bien orientées, pour la plupart, sauf les mines d'or qui sont hésitantes, mais les Américaines, à la suite de la hausse de Wall Street vendredi dernier, montent à Paris, malgré la baisse du dollar. Les Belges, avec Petrofina, font 5 francs de hausse. Les rentes indexées, les valeurs indexées sur l'or sont irrégulières. À 714 francs, le 4,5% perd 3,40 francs, mais à 3 786 francs,
Le 7%, lui, gagne 35 francs. Ici, la bourse, à vous, Yves Mouroussi. Il me reste à vous dire au revoir en compagnie de Sico. Au revoir.